Salut, c'est Seb. Alors, je suis toujours à Kodak, tu vois, pas très loin de Phnom Penh. Et là, on est vraiment dans la race campagne. C'est-à-dire que j'ai changé en fait de guest house et je suis arrivé de l'autre côté de l'île. C'est une île qui fait quoi, une 12-15 km de long, je crois, et peut-être 3 ou 4 de large. Et en fait, c'est vraiment en fait le Cambodge profond. Quand tu te balades un peu, tu as vraiment l'impression que tu es au fin fond de la campagne, alors que tu es encore une fois pas très loin de Phnom Penh. Mais c'est rigolo parce que c'est vachement reposant, quoi. Là, tu es au milieu de la nature et là, tu vois, je t'emmène au bout du jardin de la guest house qui donne directement. Alors, on va peut-être le voir, je sais pas si tu vas bien le voir. Franchement, on va le voir. Tu as le Mekong derrière, donc tu vois, ça c'est le jardin de la guest house. On va dire qu'il y a pire. Alors, j'ai pas pris le hamac parce que c'est pas très pratique pour faire des vidéos, je trouve, mais je me suis mis une petite chaise et comme ça tu vas profiter un peu de l'arrière-plan. Et je voulais te parler aujourd'hui en fait d'un business model qui est vachement intelligent et intéressant en fait, qui s'est développé ici assez récemment. Ça s'appelle PassApp. Et PassApp en fait c'est un service un peu comme Grab et Uber. Sauf qu'ils ont attaqué le marché d'une manière différente. Il faut savoir que le problème au Cambodge, quand ils ont essayé de lancer ce type d'app, c'est qu'il y avait déjà un marché qui existait, c'était les tuk-tuk. Et les tuk-tuk, c'est des indépendants qui ne sont pas fédérés, c'est des gens qui gagnent déjà pas grand-chose et tu vois, qui sont un peu dans la survie. La plupart de ceux que je connais à Phnom Penh, du moins, ils vivent dans leur tuk-tuk, c'est-à-dire ils mettent un hamac le soir, ils dorment dedans et tu vois, ils vivotent un peu avec ça. Et donc c'était pas évident pour eux pour cette application, ni pour Uber, ni pour les autres de négocier avec eux parce que encore une fois ils n'ont pas de marge de manœuvre, tu vois, et eux ils bataillent, tu vois, et tous les prix sont négociables avec les tuk-tuk, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas un revenu qui est fixe et ça va un peu à l'encontre du fonctionnement donc de ces apps. Et ceci dit, l'autre problème c'est qu'il n'y a pas au Cambodge, enfin tu vois, tu n'as pas une classe moyenne qui a une voiture forcément à disposition, c'est-à-dire que tu as des gens qui ont de la thune, qui ont une voiture et eux ils s'en servent comme statut social mais ils ne vont pas se transformer en chauffeur. Enfin du moins c'est un peu moins vrai maintenant, mais il y a 2 ans en arrière, tu vois, c'est un peu ça, même s'il y a beaucoup de gens qui achètent des voitures maintenant, mais je veux dire tu as quand même un peu cette dichotomie là aussi. Donc du coup ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont quand ils sont arrivés sur le marché, ils ont acheté, alors je vais te dire des chiffres qui sont plutôt dans l'ordre d'idée d'une fourchette parce que le business model en fait je l'ai un peu découvert, j'ai un peu étudié en superficiel, mais les chiffres ils n'existent pas donc je vais pas te les donner, mais il y a au moins à ma connaissance disons une centaine de petits tuk-tuk d'une manière un peu nouvelle, c'est-à-dire je te mettrai une photo dans cette vidéo, tu verras à quoi ça ressemble. C'est des petites bagnoles en fait qui sont fabriquées en Inde je crois, ça tourne moitié GPL moitié essence. Et ça coûte pas grand chose en fait à faire rouler, à entretenir. C'est plutôt un truc qui est tout terrain, tu vois, c'est à moitié entre la voiturette et la moto, quoi. Ça se conduit à moitié comme une moto, mais c'est très pratique en fait, c'est très confortable comparé à un tuk-tuk déjà parce que c'est plus, enfin tu as des vrais sièges quoi dans un tuk-tuk, c'est pas que tu n'as pas de vrais sièges mais c'est quand même un peu plus tape-cul, et puis c'est une moto qui te tire quoi, donc c'est tout de suite beaucoup plus, enfin c'est pas pareil du tout quoi, c'est vraiment une expérience qui est différente sur le truc. Et donc ils en ont acheté une centaine comme ça et ils ont lancé leur app, ce qui fait qu'en réalité ils avaient déjà résolu la moitié du problème, c'est de dire qu'ils avaient une flotte de tuk-tuk à eux et sur lesquels ils pouvaient avoir le contrôle des prix. C'est-à-dire que là, quand tu prends leur app, tu as directement le choix. Alors tu vas choisir un tuk-tuk ou tu vas choisir une voiture normale et tu prends le tuk-tuk parce que c'est celui il y en a partout à tous les coins de rue, donc tu n'attends pas, il est rapide et puis surtout il est moins cher. Il est moins cher qu'un tuk-tuk classique Khmer que tu vas négocier. Même pour moi qui négocie les prix parce que je les connais en fait, ce type d'application est encore moins cher que les tuk-tuk très très bien négociés. C'est dire si c'est vraiment quelque chose qui est fou quoi. Et ça en fait ça veut dire que leur application, alors si on le regarde d'un point de vue business, c'est vachement intéressant et intelligent, c'est que là où des applications comme Uber, comme Grab avaient des difficultés à s'implanter parce que justement il y a cette difficulté là, eh bien eux ils l'ont contourné, ils ont contourné le problème à la fois de l'offre existante qui était les tuk-tuk locaux et sur lesquels ils ne pouvaient pas négocier les prix, et puis de l'autre côté ils ont pris comme ça d'assaut le marché très vite en ayant investi. Bon alors allez, disons que le truc il doit te coûter dans les 2000 $. Bon, je pense que quand on achète une centaine tu dois avoir quand même une bonne ristourne. Disons qu'ils ont mis 150 000 sur la table, mais
si tu réfléchis bien, si tu as 100 taxis comme ça qui font chacun, je sais pas, 10 $ de courses par jour et que tu gardes la moitié en frais, disons que tu vas faire 500 $ par jour. Alors si on regarde ça d'un point de vue rentabilité, quand tu réfléchis bien, disons qu'ils ont investi, allez, mettons même en taillant large, dans les 200 000 sur leur parc de voitures. Derrière, il faut construire l'app, il faut faire un peu de pub, il faut machin, il faut truc, bon disons 300 000. Derrière ça, imagine maintenant que quand tu as 100 tuk-tuk comme ça, 100 voitures à disposition, et que chacune puisse faire 5 $ de marge par jour. C'est pas énorme en réalité quand tu réfléchis bien parce que les chauffeurs, en fait, tu peux les payer au temps passé là pour le coup. Quand tu as vraiment une app qui tourne, tu peux les faire bosser du matin jusqu'au soir, quoi. Et donc 5 $ de marge, ça me semble vraiment pas grand chose parce qu'ils ont vraiment dumpé le marché par les prix, quoi. Donc ils ont attaqué très fort le truc et ça cartonne en fait. Ça cartonne vraiment, quoi. Le truc, moi je l'utilise à la place même des drop parce que ça se faufile bien, parce que machin, et ça coûte vraiment que dalle, quoi. Donc ils l'ont vraiment dumpé et à tel point que je pense que 5 $ c'est vraiment le minimum qu'ils puissent faire en moyenne par jour et par voiture, ce qui fait donc 500 $ par jour sur 300 jours par an. Allez, on arrondit parce que j'ai pas envie de faire de trop grosses maths non plus. Ça fait un peu plus de 150 000 $ assurés. Tu vois un peu le délire, c'est-à-dire que finalement, je pense que leur investissement, ils peuvent l'amortir en un an et demi, peut-être même moins que ça finalement, parce que Phnom Penh, c'est une ville qui a bientôt 2 millions d'habitants. Et c'est rien du tout, encore une fois, même leur app, elle est utilisable par des Khmers, parce que même pour des Khmers, ils sont placés au niveau prix, quoi. Et donc du coup, ils ont attaqué intelligemment le marché. C'est un peu à ça que je voulais arriver, c'est de dire que d'un point de vue business, si je regarde purement le business, c'était vachement intelligent. C'est un risque financier qui est quand même mesuré parce que bon, quand tu achètes, tu vois, pour 100 ou 200 000 balles de voiture, tu dis même si tu te plantes, tu peux revendre les voitures, quoi, encore au pire des cas. Donc c'est pas vraiment 200 000 que tu jettes par la fenêtre. L'application, oui, les trucs comme ça, oui, mais c'est un risque qui est vachement mesuré quand tu le fais intelligemment et que tu as compris en fait que tu vois, pour lancer un business qui marche, en fait, c'est finalement assez simple. Il suffit de résoudre un problème. Et résoudre un problème, ça peut être tout simplement parfaire une offre incomplète ou insatisfaisante. Ça veut dire, c'est améliorer ce qui existe déjà. Parce que quand tu sais, tu vois, tu regardes une ville comme Phnom Penh, des tuk-tuk, il y en a partout. Donc tu sais qu'il y a des clients pour les tuk-tuk. Si tu arrives à faire mieux que ce que ne font les tuk-tuk, à moins cher, à plus pratique, à pas besoin de discuter, à pas besoin de discutailler, parce que le problème aussi des tuk-tuk à Phnom Penh, c'est ça, c'est qu'ils si tu veux, ils ne connaissent pas les adresses parce qu'il n'y a pas chez nous, il n'y a pas la même culture de l'adresse. Donc du coup, s'ils n'ont pas un téléphone portable, un smartphone, et souvent ils n'en ont pas, il faut que tu les guides toi pour aller à un autre point. Donc tu vois, c'est un peu l'enfer. Là en fait, avec Passap, tu as le driver qui a le téléphone aussi, comme chez un Uber ou un truc. Et donc du coup, tout ça, ça a finalement simplifié encore une fois et vraiment mis à portée de main un business amélioré et c'est encore une fois une très bonne idée. Je pense que vraiment si tu cherches une idée de business, tu prends quelque chose où tu as déjà des clients et où tu vois que tu peux largement améliorer l'expérience client. C'est ce qu'a fait Uber d'ailleurs, hein. Uber c'est exactement ça. Ils ont regardé, tu sais que Kalanick qui a fondé Uber, l'idée lui est venue quand il était dans un taxi à Paris parce qu'il avait trouvé l'expérience tellement désagréable et tellement déplorable qu'il s'est dit qu'il y avait quand même vachement mieux à faire avec une application. Et c'est vrai. Et du coup, eh bien, ce qu'il s'est efforcé de faire, c'est pas inventer le métier de taxi, c'est juste rendre l'expérience utilisateur beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Et voilà, et donc ça c'est un modèle en fait que tu peux toujours adapter, même tu vois face à des multinationales comme Uber, tu peux encore améliorer le truc. C'est ça qui est vachement intéressant, c'est que tu as toujours de la place en fait. Les business, c'est jamais fini, c'est jamais arrêté. C'est pas parce que tu es leader un jour que ça va être vrai dans un an, dans 2 ans, dans 10 ans. Tu peux pas te reposer sur tes lauriers, tu auras toujours en fait la nécessité d'anticiper les besoins de tes clients si tu veux rester au top. Et c'est ça qui fait la force des grosses boîtes un peu comme Apple, c'est d'avoir des visions de long terme, de savoir où ils veulent aller, etc. Et de toujours avoir tu vois, un plan de route sur plusieurs années, d'avoir une vision du téléphone que tu auras demain dans ta poche, d'avoir l'idée de comment tu interagiras avec ce matériel, comment ça pourrait
piloter ta maison, tes lumières, tes enceintes, enfin tu vois tout ça. Et donc c'est encore une fois très intéressant, je pense, d'un point de vue business, de garder ça en tête, de dire que finalement, monter des business qui marchent, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut être vachement à l'écoute du marché, quoi. Enfin bref, j'en ai fini pour cette vidéo, tu vois, moi je vais aller profiter un petit peu de ma terrasse de cet après-midi pour bosser un petit peu et je te dis à bientôt dans la prochaine. Ciao.